Bonjour, bienvenue dans notre émission Emportée par la foule, émission de Dialogue RCF et Pop Finance sur l'économie, la finance participative, le crowdfunding. Et on commence avec Patrick Le Camus de Pop Finance pour parler gros sous, parce que le crowdfunding, ça permet de récolter des sous, mais pour en récolter, il faut déjà en dépenser. Oui, il faut en dépenser. C'est du temps et de l'argent, c'est pas très populaire, ça. On a l'impression Non. que ça va tomber tout seul. Oui, il y a encore quelques personnes pour penser que le crowdfunding, c'est une tirelire, c'est une machine à cash. Ouais, absolument. Exactement. Il faut mettre des sous dans la machine. Il faut mettre des sous dans la machine. Et donc, il y a même quasiment une règle de proportionnalité. Plus on investit, plus il y a un retour sur investissement. D'accord. Voilà. C'est un peu prosaïque, ça brise le rêve, là. Eh ben, presque, oui, presque un petit peu. Me le rappeler, notre ami Adrien Aumont, patron de KissKissBankBank, qui est venu la semaine dernière, ou il y a 10 jours à Marseille, il le rappelait. Il dit, attention, le crowdfunding... il faut penser à... L'argent coûte de l'argent. Oui, il faut penser à mettre un peu d'argent dans sa campagne pour qu'elle fonctionne. Donc, ça tombe pas du ciel. Voilà, alors, qu'est-ce qui va coûter de l'argent pour lancer ma campagne de crowdfunding ? Alors, ce qui va coûter, c'est le coût de la plateforme qui, elle, fournit un service. Le coût que paye la plateforme aux prestataires de services, qui est obligatoire. Il faut payer des prestataires qui vont gérer l'argent des contributeurs. La plateforme n'a pas le droit de le faire. Il faut rappeler que c'est deux entités différentes, la plateforme d'un côté et ceux qui collectent l'argent. De toute façon, il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange et ça, c'est parce que les plateformes de crowdfunding fonctionnent aussi avec un système qui permet de garantir aux personnes qu'ils sont remboursés si jamais on n'atteint pas ces objectifs. Et ce qui rassure énormément les contributeurs, c'est de dire... Si j'étais le seul donateur, on va me rembourser. Voilà. On va me rembourser. Donc ça suppose qu'il y a un prestataire. Alors, ce qui est très différent des cagnottes en ligne. Lorsqu'on a une cagnotte en ligne, l'argent est acquis à la personne qui fait la cagnotte et donc il n'y a pas ces prestataires-là. Il n'y a pas ce système où il faut gérer garder la trace des contributeurs pour pouvoir les rembourser éventuellement. Donc ça coûte de l'argent et puis effectivement on va peut-être faire des contreparties si on fait une campagne de dons avec contrepartie. Oui, elles vont quand même coûter de l'argent. Elles vont coûter de l'argent. Si on fait une campagne en capital, il y a des services. Alors c'est beaucoup moins lourd que de faire une campagne, faire une introduction en bourse, où il faut payer très très cher pour avoir un prospectus, ce qui est obligatoire dans tous les pays, validé par la Commission, en France, l'autorité des marchés financiers. Mais il faut quand même faire un petit dossier qui informe les futurs investisseurs du projet et des risques de l'investissement. Donc ça aussi, ça coûte de l'argent. Et puis par exemple aussi en capital, on fait des réunions, on invite des gens, il y a des petits cocktails, voilà, il y a la dépense de communication et de relations publiques. Et sur des campagnes de crowdfunding de dons à contrepartie qui sont peut-être un petit peu moins chères parce qu'on fait beaucoup de web marketing, alors on envoie des emails, on est sur les réseaux sociaux, tout ça est très très économique. Mais ça doit devenir quand même très professionnel aujourd'hui pour être efficace. Ouais, il faut aussi passer du temps. Voilà. Donc si on fait du web marketing, peut-être que ça coûtera pas cher en argent, mais ça coûtera en temps. Donc il faut vérifier la disponibilité des campagnes de crowdfunding où on se dit que pour préparer la campagne et pour la faire, il faut compter, y passer la moitié de la journée, c'est pas anormal. Voilà, c'est quand même de l'argent qui doit être investi. Et puis, si on veut faire appel à un conseil pour accompagner la campagne, on dit grosso modo qu'on doit lui donner un pourcentage peut-être ? 15%. Alors, ce qu'il faudrait rajouter, c'est que dans les campagnes de dons à contrepartie, pour que ce travail, qui est un travail d'accompagnement, donc qui est pas très très automatisé, il y a pas tellement de gains de productivité possible. La plupart des conseils ne prennent pas les campagnes en dessous de 50 000 euros. Donc
faire appel à un conseil global pour mener la campagne, ça c'est très cher. Par contre, faire appel à des conseils multiples, par exemple pour faire la vidéo, ce qui est important, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, faire une vidéo c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut avoir un community manager pour augmenter l'impact sur les web. Un community manager, donc voilà. Donc là c'est pas du pourcentage de la campagne, ça va être, on va payer la prestation, mais ça va être quand même des conseils. Voilà. Le conseil global c'est à partir des campagnes assez élevées. Et là c'est à peu près normal qu'ils prennent 15%. Oui. D'accord. Mais par contre sur des plus petites campagnes, on peut avoir une série de conseils, ils seront payés à la prestation. Donc, conclusion, ne pensons pas qu'on va avoir l'argent net. Oui. Si on a besoin de 25 000 euros, il faudra bien penser qu'il faudra dépenser 30 000, il faudra annoncer 30 000 pour retrouver le coût de cette campagne, par exemple. Par exemple, et donc effectivement, on fait de manière habituelle un petit schéma de l'utilisation des fonds récoltés pour informer les contributeurs de pourquoi on leur demande de l'argent, et il faut penser à noter la TVA si effectivement on collecte de la TVA en même temps, la part de la commission, le montant des contreparties, combien coûtent les contreparties qu'on va envoyer, et le solde, ça représente ce dont on a besoin pour réaliser le projet, ça doit être le plus transparent possible. Bien, merci pour ces éclairages importants pour nos amis qui se lancent dans des campagnes de crowdfunding. Patrick, maintenant on passe au bref. Alors on va parler de la holochain. Oui, holochain. Explication vite. Holochain, c'est la deuxième étape de la blockchain. La blockchain, c'est donc ce système qui permet de signer, de faire des transactions de manière très très sécurisée et très horizontale, sans passer par des autorités de validation. Donc c'est pour un certain nombre de gens qui font holochain, c'est une forme de premier essai, de première étape. Et il faut faire évoluer cette technologie et faire évoluer les usages. La technologie elle-même et les usages. Holochain se présente comme étant la deuxième étape de cette forme de garantie de transaction ou financière ou de contrat ou de contrôle entre individus ou entre sociétés, avec l'idée que non seulement on décentralise ce système de validation et de contrôle et de garantie, mais on décentralise également les règles du jeu. Voilà, donc ça c'est Holochain. Et ils avaient fait une campagne de crowdfunding de dons avec contrepartie pour lancer leur projet, puisqu'on peut avoir chez soi un petit serveur qui permet ça. Et maintenant, ils ont fait une levée de fonds qu'on appelle les ICO, eux ils l'ont transformé, ça n'est pas un initial coin offering, ce qui était l'équivalent de l'introduction en bourse mais pour les crypto-monnaies, mais une initial community offering, et ils ont collecté 30 000 Ether, qui est une crypto-monnaie concurrente du Bitcoin. Ce qui fait l'équivalent de 20 millions d'euros. Ce qui fait l'équivalent très élevé, très très élevé, d'environ 20 millions d'euros, oui. Le temps est venu de recevoir notre invité qui est en train de lever de l'argent pour un projet d'entreprise. Nous recevons Florian qui dirige la société Contrast Design, qui est déjà installée depuis 2 ans maintenant. C'est ça. Qui est spécialisée dans la décoration et la restauration, et plutôt de mobilier existant qui on offre une deuxième vie. C'est ça ? C'est ça, exactement, oui. Comment on offre une deuxième vie à un meuble qui est tout pourri ? Alors tout pourri non, mais en général c'est du mobilier qui a plus forcément qui est plus très tendance. Ou alors les gens en fait simplement tiennent ces meubles de famille et ont une valeur sentimentale et ils veulent en fait le moderniser. Donc l'idée c'est si on peut en tout cas on répare au maximum. Et puis après, là, il faut que ça tienne debout quand même. Il faut que ça tienne debout. Il faut que la structure soit quand même. Le tiroir rentre, sorte. Voilà, exactement. Après on peut faire des petites réparations, changer éventuellement un pied, quelque chose comme ça. Et puis après moi je viens travailler en fait sur deux axes différents. Il y a une partie qui est artistique, une partie qui est un peu plus artisanale.
La partie artistique, c'est que je travaille avec du motif graphique, en fait, donc par la peinture, tout simplement. Donc c'est vraiment l'idée, là, c'est vraiment de moderniser sur des codes, des codes graphiques type Vasarely, etc. Et puis il y a la partie plus artisanale, où là, ça va être de la peinture simple, mais ça peut être tout simplement changer de couleur. Et c'est vrai que sur un meuble ancien, en bois très foncé, on peut raviver le meuble assez facilement. Les meubles qui ont été tous peints en faux chêne, masson, foncé, etc., dont on ne veut plus. Ça, vous pouvez faire quelque chose de neuf avec ça, être sympa. Bien sûr. Ouais. L'idée, c'est, à travers ce que vous faites, c'est l'économie circulaire, c'est de faire qu'on ne jette pas quelque chose qu'on a prélevé dans la nature, qui est du bois notamment, et qu'on puisse leur offrir une deuxième perspective. C'est ça, l'idée, c'est de ne pas systématiquement jeter quand on a envie d'autre chose. Il y a des solutions, et puis si on n'en veut vraiment plus, on peut en effet le donner, et puis moi derrière je peux récupérer et lui donner vraiment une seconde vie, et puis pour longtemps si possible. Voilà, l'idée c'est... Vous faites aussi des ateliers où les gens peuvent venir travailler avec vous, c'est ça ? Alors ça, c'est en train de se mettre en place petit à petit. Là, les ateliers que je propose, c'est plutôt pour apprendre en fait la technique que j'utilise moi sur les meubles, qui est en fait c'est du masking tape et de la peinture. Donc c'est pour pouvoir faire des lignes très graphiques assez simplement. Parce que les masking tapes, c'est un papier japonais qui est arrivé en France il y a un petit moment maintenant, qui normalement se permet de décorer les meubles directement. Moi, je m'en sers en fait pour masquer en fait les parties que je ne veux pas peindre. Et pendant les ateliers, en fait, j'apprends aux gens à faire ça sur des petits objets qui ont été soit fabriqués à partir de matériaux de récupération, soit qui ont été faits avec des artisans locaux ou que j'ai fabriqué moi-même directement. Alors, Floriane, vous êtes en train de lever sur KissKissBankBank avec objectif 7 000 € pour faire quoi ? Pour développer en fait mon activité, puisque j'ai commencé il y a 2 ans en fait un peu en version test, on va dire. Moi, ça fonctionne plutôt bien, les gens sont assez réactifs, ça plaît. Maintenant, en démarrant avec quasi zéro budget, il faut un peu plus de trésorerie pour pouvoir aller plus loin dans la démarche, me faire connaître, avoir plus de visibilité. Et puis, là, j'ai aussi, petit à petit, je lance une gamme de produits également faits à partir de matériaux de récupération. Et l'idée, c'est de pouvoir aller plus loin là aussi, créer plus d'objets. Et développer aussi la partie atelier. Donc c'est une campagne de dons avec contrepartie. Oui. Contrepartie un peu sympa. Contrepartie un peu sympa. Voilà, donc on retrouvera ça, tout ça sur notre page Facebook et puis sur KissKissBankBank. À quelle adresse sur KissKissBankBank, sur le nom de votre atelier ? C'est Contrast Design. Contrast Design. Avec un K. Vous avez déjà levé un petit peu ? Oui, on est là, je suis à 64%. Ah déjà, bravo, félicitations. Donc vous allez y arriver. Vous pouvez retrouver toutes les informations de cette émission sur notre page Facebook, réécouter les émissions précédentes sur rcf.fr, les voir en vidéo à partir de notre page Facebook. Merci à Guillaume Baudouin qui assure l'image, merci à Corentin Aubry qui assure le son, à Romain Sestaré qui a préparé cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine, restez à l'écoute de RCF.